porter sur la notion de différence, hein, qui est beaucoup discutée, qui a de nombreuses ramifications. Alors, moi, voilà, je vais, je vais y aller modestement. Je ne vais pas vous expliquer tout de la différence, mais je vais mener une réflexion à partir de cette notion de différence, en réfléchissant sur ce concept, en essayant de conceptualiser un petit peu ce qu'on entend par différence euh, quand on évoque cette idée à l'espace éthique dans nos groupes de travail, dans nos différentes réunions. Donc c'est un travail qui est en cours, hein, pour moi, donc ça sera intéressant d'avoir vos échos, vos témoignages, vos réflexions qui pourront compléter ce travail, hein, que je vous propose. Alors, cette notion de différence, on en parle beaucoup, notamment dans le domaine du handicap, auquel je m'intéresse de près, dans les différents ateliers de travail auxquels je participe. Et il y a un atelier notamment où j'ai entendu cette phrase que j'ai notée et que je vais vous lire, et à partir de laquelle je vais commencer à réfléchir un petit peu à ce que ça peut être, à la manière dont on peut concevoir les différences. Donc c'est une intervenante qui nous a dit qu'il s'agissait pour les personnes en situation de handicap de pouvoir être avec les autres en ayant droit à la différence et non pas nécessairement en étant le plus conforme possible à la normalité. Donc être avec les autres en ayant droit à la différence et non pas nécessairement en étant le plus conforme possible à la normalité. Donc on voit apparaître ici un certain nombre de tensions, hein, dans cette phrase. Il s'agit d'être différent mais en compagnie des autres. Il s'agit de ne pas être contraint à une forme unique, uniformisée de normalité, mais il s'agit quand même de s'insérer dans une forme de normalité tout de même. C'est ce qu'on appelle le droit à la différence. C'est un droit qui doit être reconnu et accepté par tous. Donc si on veut intégrer dans une forme de normalité, et cette phrase, elle est intéressante parce que, en réalité, elle ne fait pas qu'opposer la normalité à la différence, mais elle présente plusieurs formes possibles de normalité et plusieurs formes possibles de différence. Donc une normalité qui serait contraignante, donc je cite, en étant le plus conforme possible à la normalité. Donc chacun doit s'y plier, c'est une contrainte, une difficulté, c'est l'idée du moule, vraiment. Ou une conception plus ouverte de la normalité à travers ce droit à la différence. Et puis deux conceptions de la différence aussi, une différence qui serait de l'ordre du rejet, c'est-à-dire la normalité rejette la différence hors d'elle, ne veut pas la concevoir, ne veut pas la voir, ne veut pas l'intégrer, et une différence qui serait reconnue comme un droit, donc une forme de normalité accueillante. Alors moi je vois un paradoxe dans ces différentes conceptions de la normalité, dans ces différentes conceptions de la différence, c'est que d'une part, la normalité, si elle est contraignante, elle refuse de penser la différence, elle refuse de l'intégrer, donc c'est une forme d'effacement de la différence, parfois pour de bonnes intentions, hein, l'égalité, mais bon, dans ce cas-là, c'est l'égalité sans l'équité, si on veut. Et puis une autre notion qui serait finalement une autre forme d'effacement de la différence, qui serait un droit à la différence, c'est-à-dire accepter toutes les différences, intégrer toutes les différences, et puis finalement ça ne pose plus de problème, et ça revient à effacer, à lisser, si on veut, les différences dans l'acceptation de l'ensemble des différences. Donc ces deux tendances, pour moi, marquent un fait, c'est qu'on a du mal à penser les différences dans la société. On a du mal à les prendre en compte, et on a tendance, soit pour de bonnes raisons d'intégration, d'inclusion, soit pour de mauvaises raisons de rejet, à les prendre en compte. Et c'est de cette réflexion-là, de cet effacement, de ces tendances d'effacement des différences que j'aimerais partir. Alors, qu'est-ce que ça serait un monde sans différence? Pour une raison ou pour une autre, une bonne raison ou de mauvaise raison. Eh bien, ce monde sans différence, finalement, dans le champ du handicap, on le connaît. On le connaît d'ailleurs trop souvent. Et les personnes en situation de handicap, finalement, en ont souffert de ce manque de reconnaissance. Je vais vous lire un petit témoignage de François qui a été recueilli
dans le cadre du livre de Pascal Jacob, Le droit à la vraie vie, qui est sorti récemment chez Duno. Donc François nous dit, enfermer le handicap dans un espace en dehors de la vraie vie, c'est-à-dire en dehors de la société, c'est-à-dire en dehors du droit commun. C'est probablement ce qui fait que le handicap est presque impossible à vivre, pour la personne qui le porte, mais aussi pour ceux qui l'accompagnent. Dès lors que les différences se cumulent dans un endroit où on ne doit pas les voir. Alors les différences qui se cumulent dans un endroit où on ne doit pas les voir, est-ce qu'on peut encore les appeler des différences? Parce que c'est des différences par rapport à quoi? Des différences par rapport à qui? Est-ce qu'il ne s'agirait pas davantage d'une indifférence, d'une forme d'indifférence parce que nous sommes indifférents à leur sort et on cultive donc cette différence par indifférence finalement. Donc finalement, ce serait plutôt une figure de la non-reconnaissance des différences ici auxquelles on assiste. Et cette non-reconnaissance des différences pose problème, puisque finalement, c'est une manière de mettre les personnes en situation de handicap au banc de la société. Alors, ce phénomène de l'indifférence, on peut aussi le voir différemment, on peut le voir comme une indifférence. Je vous le note dans le chat. Cette indifférence, on la voit à l'œuvre dans le livre qui est vraiment un excellent livre du philosophe Pierre Ancet, Phénoménologie des corps monstrueux, et dans son chapitre notamment qui s'appelle Brève histoire du regard sur le monstre, mise en scène et déréalisation. Alors, il signale que les perceptions sur les corps difformes, etc., évoluent beaucoup en fonction des époques, en fonction des conceptions sociales, en fonction des visions du monde. Et alors, il va nous donner une belle figure de la différence, c'est-à-dire voilà, que je vais vous lire ici. Alors, il nous dit « Lorsqu'un homme de la fin du Moyen-Âge découvre le prodige qu'est l'enfant à tête de chien, il voit véritablement cette chimère composite et ne se demande pas s'il est en train de s'illusionner. Au nom de quoi se le demanderait-il? Comment pourrait-il avoir l'idée que ce qu'il voit doit nécessairement être né d'une femme et donc être un homme? Il ne possède pas l'idée d'une loi de la nature qui régirait la génération. Cette vision de l'enfant à tête de chien ne met pas en cause son idée de l'homme. Il ne cherche pas à le ramener à une humanité mal formée. Il ne se demande pas si ce qu'il voit est de l'ordre d'une ressemblance, plus supposée que constatée avec le chien. Et sa préoccupation a pour objet la lecture de ce monstre. Le monstre hybride, à valeur de texte ou d'image à clé. La question de l'humanité partagée ne se pose pas. Donc, on voit ici que, encore une fois, on est dans l'effacement total de la différence, dans le sens où on ne se pose même pas la question de l'humanité partagée. C'est-à-dire qu'ici, l'enfant à tête de chien est un enfant qui a réellement une tête de chien. Donc, on ne se demande pas quel rapport on doit entretenir à lui, est-ce qu'on doit intégrer cette différence ou pas. Il est rejeté dans le tout autre. De la même façon qu'un autre exemple dans ce livre sur phénoménologie du corps monstrueux, c'est l'enfant, on croyait que c'était un veau qui était né d'une femme et donc ça avait créé un procès au sein de l'Église, etc., pour savoir s'il fallait juger la femme pour sorcellerie après avoir enfanté un veau, etc. On ne se pose pas du tout la question de savoir si c'est un enfant, si c'est un être humain et comment on doit le considérer. Donc c'est une autre figure de l'effacement, alors là, total de la différence. Une troisième figure de l'effacement de la différence, ça serait l'acceptation très libérale de toutes les différences, de dire qu'on ne les questionne même pas. Or, est-ce qu'on peut se demander si cet effacement ne créerait pas un monde totalement indifférent? Voilà. Est-ce que ça ne signifierait pas qu'on est totalement indifférents les uns aux autres? Alors, pour autant, cette apparition de la différence, on voit qu'elle peut être utile en termes de reconnaissance sociale, en termes d'intégration, d'inclusion sociale, mais cette différence, quand elle apparaît dans l'espace social, elle est profondément ambiguë, elle est profondément ambivalente. C'est cette ambivalence-là qu'il s'agit de penser aussi. Alors, on peut le penser également avec Pierre Ancet, toujours dans le même chapitre, sur Brève histoire du regard sur le monstre,
Alors cette fois-ci, il nous parle des freak shows américains qui consistaient à présenter dans des cirques des personnes différentes, la femme à barbe, etc., des personnes très fortes ou très petites, etc. Et notamment, il y avait une pratique qui consistait à prendre en photo des personnes différentes et à mettre en valeur cette différence. Alors, je vous lis ce passage parce qu'il décrit bien, vous verrez, cette ambivalence de la présentation de la différence dans ce type de dispositif de la fin du 19e siècle. Lorsque les photographes américains de la fin du 19e siècle choisissaient comme modèle ces phénomènes humains que les anglo-saxons nomment freaks, ils n'avaient pas toujours recours à une présentation exotique, même si celle-ci était très répandue. En réutilisant le style convenu de la photographie victorienne, ils parvenaient à produire un effet au moins aussi frappant où le phénomène humain n'était pas mis en valeur directement par l'étrangeté du contexte, mais indirectement par contraste avec le cadre dans lequel il prenait place. Un instant inaperçu, la monstruosité sautait ensuite aux yeux, semblant se répandre sur l'ensemble de la scène et devenant l'élément central. Le malaise provenait d'un élément incongru intervenant dans une scène bien connue de l'observateur. Les images apparemment valorisantes des portraits de famille deviennent, grâce au monstre, l'envers exact de ce qu'elles sont censées être, une exhibition de la différence. Alors, il montre un exemple très précis. C'est une photo effectivement d'inspiration victorienne d'un couple bourgeois à côté d'un piano, d'une belle lampe, d'une plante, dans un environnement qui fait extrêmement cossu, avec deux personnes, une femme extrêmement bien habillée, qui appartiennent, on pourrait dire, au grand monde, voilà, bourgeois. Sauf que quand on regarde plus précisément, la femme est une femme à barbe. Et donc, d'où le contraste très fort qui se crée entre une scène de la vie bourgeoise et de la représentation que ça représente, de la représentation sociale, avec cette femme à barbe qui tranche par rapport à ce monde. Et donc, l'ambivalence vient du fait que dans cette photo, on a à la fois la valorisation de cette femme à barbe, valorisation sociale, tous les signes de la valorisation sociale sont présents, et en même temps, cette valorisation sociale est mise à mal par cette différence qui est d'autant plus forte qu'elle s'inscrit dans une forme de normalité assez contraignante pour le coup. Et donc, on peut se dire que ici, l'apparition du handicap, c'est une valorisation de la différence qui à la fois dévalorise, et c'est une dévalorisation qui valorise, si on veut. Donc, il y a une grande ambiguïté dans cette apparition, de la différence, dans cette image que nous décrit Pierre Ancet. Alors, si on remonte d'un cran, à l'origine de ces ambiguïtés, à l'origine de cette ambivalence de la différence, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve cette figure de la rhétorique qui est la comparaison. À l'origine de ces paradoxes, il y a cette figure de style de la comparaison qui dit « il n'est pas comme moi » ou « il est comme moi » ou il est comme ceci ou il est comme cela. Or, quand on dit « il n'est pas comme moi », en réalité, on a un double mouvement à la fois de rejet et d'identification. C'est-à-dire qu'on ose voir ce qui nous sépare, ce qui nous différencie d'un autre. Et ce n'est pas uniquement constater une frontière infranchissable. Cet autre dont je ne partage pas l'expérience, que peut-être je ne comprends pas, pourtant, à travers cette comparaison, il n'est pas comme moi, on doit d'abord voir ce qui nous relie à cet autre. On ne peut comparer que ce qui est comparable, si on veut. La différence en elle-même, elle est relationnelle. On ne peut se différencier que sur un fond d'identité commune. Voilà. On n'aurait pas l'idée, par exemple, de faire la différence entre une souris et un violon. Enfin, en tout cas, ça ne nous viendrait pas spontanément, parce qu'il n'y a pas d'identité commune entre ces deux objets. Et quand bien même on différencierait une souris et un violon, on le ferait, par exemple, en ce qui concerne la taille, en ce qui concerne la matière. Mais dans ce cas-là, on
on intègre le fait qu'il y a une mesure possible entre les deux et donc un point commun entre ces deux objets qui est la mesure. Donc la différence, elle est avant tout relationnelle. Et alors je vais vous lire, parce que je prends plusieurs extraits comme ça. Je prends beaucoup de références parce que ça me permet d'appuyer le discours et puis de voyager un petit peu parmi les siècles et parmi les continents sur cette question de la différence. Mais pour moi, cette différence relationnelle, on la voit bien dans l'histoire d'un voyage dans la terre du Brésil d'un explorateur, Jean de Léry, du XVIe siècle. Donc il publie son livre en 1578. Et lorsqu'il essaye de décrire des fruits complètement différents, complètement inconnus des fruits brésiliens, donc il décrit ça à ses amis européens. Et comment est-ce qu'il va faire? Justement, il va procéder par la comparaison. Et en procédant par la comparaison, il va ramener l'étranger à ce qui est connu. Et partant, il va créer un monde à la fois, il va décrire un monde étrange, mais qui n'est pas complètement étranger, et il va créer un monde métissé et finalement amener l'étranger, l'étrange, dans le monde commun. Je vais vous lire un petit passage sur l'ananas. Alors c'est intéressant, j'aime bien ce passage. Alors c'est la langue du XVIe siècle, hein, donc voilà, c'est du moyen français. Alors, il nous dit « Quant aux plantes et herbes dont je veux aussi faire mention, je commencerai par celles lesquelles, à cause de leurs fruits et effets, me semblent plus excellentes. Premièrement, la plante qui produit le fruit nommé par les sauvages ananas, et de figure semblable au glaïeul, et encore ayant les feuilles un peu courbées et cavelées tout alentour, plus approchantes de celles d'aloès. Elle croît aussi non seulement amoncelée comme un grand chardon, mais aussi son fruit, qui est de la grosseur d'un moyen melon, et de façon comme une pomme de pin, sans pendre ni pencher d'un côté ni de l'autre, vient de la propre sorte de nos artichauts. Et au reste, quand ces ananas sont venus à maturité, étant de couleur jaune azuré, ils ont une telle odeur de framboise que non seulement en allant par les bois et autres lieux où ils croissent, on les sent de fort loin, mais aussi quant au goût fondant dans la bouche, et étant naturellement si doux qu'il n'y a confiture de ce pays qui les surpasse. » Voilà. Et après, ça continue, mais je vous cite ce passage. Donc, pour décrire l'ananas, ce qui est intéressant, c'est qu'il passe par le glaïeul, la framboise, le melon, l'artichaut, la pomme de pin, le chardon, etc. Et en décrivant cet objet parfaitement étrange, il crée finalement un monde commun et il tisse un fil entre l'Europe et le Brésil. Donc, reconnaître une différence, c'est toujours reconnaître une identité partagée, un point commun. Alors que cette identité partagée soit l'appartenance à l'humanité, l'appartenance au monde, l'appartenance à un pays, à une religion, à un club de sport, etc. Donc, différer des normes, c'est toujours finalement être reconnu dans ce schéma de normes, mais reconnu à la marge. Donc, c'est trouver sa place d'une certaine manière dans ce jeu de similitude et d'altérité. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est là qu'on voit que la reconnaissance de la différence est vraiment profondément ambivalente et profondément ambiguë. Et c'est ce qu'on va voir à travers le témoignage de Rose, qui a été également recueilli dans le cadre du livre de Pascal Jacob, sur cette différence comme manière de tisser un lien entre ce qui nous est étranger et nous. Alors Rose, elle nous dit: quand j'ai été mise à l'hôpital pour enfants prématurés, et là, on a gravé sur mon front que j'étais handicapée mentale. Tous les gens qui nous entouraient à l'époque étaient bien convaincus que cela était vrai. Mais moi, je savais parfaitement que je n'étais pas folle. J'étais tout simplement un peu différente. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que elle pointe deux différences. Le handicap mental, alors qui est une différence qui finalement marque son rejet, sa mise au banc de la communauté, mais elle nous dit « j'étais simplement un peu différente ». Et à travers cette intuition de dire « j'étais simplement un peu différente », elle nous montre vraiment la richesse de cette notion. C'est-à-dire que cette différence paradoxale qui la marque au fer rouge d'un côté, c'est aussi ce qui lui permet d'être reconnue, ce qui lui permet de s'inscrire dans la communauté.
Et finalement, être reconnue comme un peu différente, c'est une victoire d'intégration et d'inclusion pour Rose. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire des choses ensemble, qu'on va pouvoir travailler ensemble, qu'on va pouvoir vivre ensemble. Voilà. Je suis seulement un peu différente. Et ça, c'est intéressant dans la conceptualisation de cette notion. Euh, Ici, elle conçoit effectivement la différence comme un potentiel, hein, comme un différentiel. Et donc comme un différentiel par rapport à une norme, c'est-à-dire une échelle, et non pas une rupture. Alors, on voit ici que la différence avec Rose, elle peut être porteuse d'émancipation quand on la reconnaît, c'est la première étape de l'inclusion, disons, de reconnaître la différence pour Rose. Mais alors, ensuite, cette différence dans cette logique de l'émancipation, de l'inclusion, il faut la voir selon deux perspectives différentes. Toujours dans l'idée de la comparaison. Il faut la voir dans la perspective de l'individu, puis dans la perspective de la société. Alors, tout d'abord, dans la perspective de l'individu. Euh, cette différence qui marque quand même énormément les personnalités qui s'en revendiquent pour justement ne plus la subir, il ne s'agit pas d'en faire un facteur d'identitarisme, de fermeture ou de narcissisme clos sur lui-même, comme dans cette fameuse phrase publicitaire, hein, soyez vous-même ou be yourself, ou vous êtes tellement bien en vous-même que voilà, il faut vous valoriser. Voilà, et vous contenter d'être vous-même parce que c'est magnifique, quoi. Je pense qu'il faut peut-être se distancier de cet aspect-là, bah, tout d'abord parce que ça accrédite le fait qu'il y a des différences qui sont essentielles, alors qu'il n'y a pas d'essence dans la différence. Ce sont des constructions sociales qui sont médiatiques, politiques, médicales, etc. Et c'est ce que nous dit effectivement Franck Ramu sur la question qui est chercheur, directeur de recherche au CNRS, sur la question de l'autisme. Et lui dit, bah, il se demande si finalement l'autisme n'est pas une différence plus qu'une maladie. Voilà. En quoi est-ce qu'on constitue l'autisme comme une maladie dans le domaine de la psychiatrie, par exemple. Alors lui, il nous dit, je vous cite ce passage d'une conférence de Franck Ramu sur cette question justement de la non-essentialisation de la différence dont il faut bien se garder pour ne pas l'ossifier justement en identité, ce qui reviendrait finalement à la justifier euh, sur le plan naturel quasiment. Donc lui nous dit, les classifications des maladies sont athéoriques et ont des limites. D'abord, le fait qu'il y ait continuum entre la normalité et la pathologie. La normalité ou la pathologie n'existe pas dans la nature. C'est quelque chose que nous identifions parce que nous trouvons que certaines situations ne sont pas optimales. Quoi qu'on mesure dans l'être humain, cela a une certaine distribution dans la population. Dans cette distribution, il y a beaucoup d'individus qui sont au milieu de la distribution et peu qui sont aux extrémités. Ce qu'on considère comme étant pathologique, ce sont les individus qui sont aux extrémités de la distribution. La notion de maladie ou de pathologie est purement statistique en termes de troubles. Il y a aussi une notion de dysfonctionnement ou de détresse ou de plainte du malade ou de mauvaise adaptation aux contraintes de la vie en société. Il n'y a pas de seuil magique qui sépare les gens en bonne santé des gens malades. Il n'y a rien qui caractérise qualitativement les gens qualifiés de malades ou qui ont un trouble. Mais en pratique, on met des seuils pour prendre des décisions. Voilà. Est-ce qu'une personne a besoin qu'on la soigne ou pas, par exemple. Il ne faut pas croire, par exemple, que les autistes ont des stéréotypies et que les non-autistes n'en ont pas. Les stéréotypies, c'est-à-dire ça consiste à faire des gestes répétitifs, notamment. Les stéréotypies des personnes non autistes passent simplement pour naturelles, sont mieux acceptées socialement. Voilà. Donc ça, c'est la première question quand on parle de la reconnaissance des différences et de la constitution d'une identité d'une personne conçue comme différente. De ne pas l'enfermer dans cette différence en l'ossifiant. Et puis ensuite, euh, il est possible, la deuxième piste de réflexion sur cette question de différence et identité, hein, on pourrait avoir beaucoup d'autres pistes, c'est que finalement on peut être malade d'être uniquement soi-même, sans échappatoire, d'être enfermé dans son identité. Et là, on peut citer notamment le livre, le très beau livre Mars de Fritz Horn,
nous voyons ce paradoxe à l'œuvre. Alors, c'est un retour d'une personne qui est malade du cancer sur son existence, sur sa dépression et sur le milieu. Il identifie le milieu comme ayant produit son cancer et sa dépression. Alors, dès les premières lignes, il dit je suis jeune et riche et cultivé, et je suis malheureux, névrosé et seul. Et donc, ça décrit bien le fait il n'a pas réussi à sortir finalement de cette coquille de jeune, riche, cultivé, cette identité-là qui l'a rendu malheureux, névrosé et seul. Et il me semble que c'est important, cette idée de pouvoir avoir une distanciation à soi-même. Alors, je vais vous citer un passage où finalement c'est ce qu'on voit en creux, cette absence de distanciation, ce qu'il appellera cette absence d'humour cosmique qui permet de se distancier de soi-même. Donc d'établir une différence même par rapport à soi-même, une différence salutaire dans son cas. Il nous dit à ce propos, je noterai simplement que la première fois, ce furent mes parents qui m'envoyèrent chez le psychothérapeute parce que mes états dépressifs les inquiétaient et qu'ils voulaient m'aider. Naturellement, toute cette éducation qu'ils m'avaient donnée avait eu pour seul but de me venir en aide et de me donner tout ce qu'ils avaient de mieux. Or, ils ne m'avaient donné que ce qu'ils avaient de pire, et cela, ils ne pouvaient pas le savoir. Je dois tenir pour certain qu'avant de prendre contact avec le psychothérapeute, ils s'étaient posé la question personnelle, qu'avons-nous fait de mal? Mais ils ne pouvaient pas deviner que ce mal, c'était justement ce qui devait leur paraître la plus haute valeur dans la vie. Je doute qu'ils aient été capables de soupçonner que leur fils pouvait ne pas être normal. Cela devait leur paraître inconcevable que l'enfant de parents si normaux pût ne pas l'être. Comprendre que l'enfant de parents à ce point parfait doit nécessairement devenir anormal exige une certaine dose d'humour cosmique. Et cette sorte d'humour, ils ne l'avaient pas. Donc, comprendre que l'enfant de parents à ce point parfait doit nécessairement devenir anormal, c'est bien le sujet. C'est-à-dire une identité parfaite à soi-même, finalement, c'est une forme de pathologie pour Fritz Horn. Et c'est bien de ça dont il faut pouvoir sortir. C'est-à-dire qu'une identité peut être construite sur cette notion de différence. Je pense que ça doit pouvoir être une identité comme toutes les identités fluides, c'est-à-dire ne pas se définir uniquement à travers cette notion-là de, de différence qui serait finalement un piège. Donc pour être émancipatrice, la différence doit rester un aller-retour entre nous et les autres, entre les normes et cette différence précisément. Et le deuxième aspect que je voulais discuter ici, c'est quelle politique de la différence, c'est-à-dire quelle inclusion de la différence dans le collectif. Parce que ça, c'est une autre dimension très importante. Alors, effectivement, quand on parle des différences, on a tendance à se dire ah tout le monde est différent, puis il faut accepter les différences, etc. Sauf que Noémie Nolot, en discutant avec elle, une personne en situation de handicap, me disait il faut pas oublier que la norme ça existe et que la norme on finit par s'y confronter, par se confronter à ce mur de la norme. Voilà. Il faut pas faire comme si cette norme-là n'existait pas. Or, là où la question de la différence devient très politique, au sens noble du terme, c'est quand on commence à se demander qu'est-ce qui fait qu'une différence constatée devient signifiante. Et cette question de la signifiance, moi, elle m'intéresse particulièrement parce que on est tous différents les uns des autres. Hein. Bon, la couleur de peau, la religion, l'orientation sexuelle, le handicap possible, la couleur des yeux, les cheveux, la manière de courir, la manière de marcher, de parler, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la manière de s'exprimer, la manière de bouger dans un espace, la manière d'entrer dans une pièce, la manière de, je sais pas, la couleur de sa peau, etc., va devenir signifiante en société. Et c'est là, je pense que c'est un moyen, en se posant cette question, déjà c'est un moyen de ne pas essentialiser la différence, et puis de poser la question, bah déjà, quel est le problème, quoi. Est-ce que on ne pose jamais une différence en vain?
on ne la promeut pas ou on ne la discrimine pas pour rien. Voilà. Et c'est peut-être cette question-là qu'il s'agirait de se poser. C'est notamment la question que pose une chercheuse, une philosophe, Anna Zielinska, dans un article récent dans The Conversation, où elle pose cette question de la différence à propos des zones anti-LGBT en Pologne, qui sont apparues en Pologne récemment. Et elle nous dit ça justement sur la question de la différence. C'est intéressant, je vous lis ce tout petit passage. Alors, ces derniers, les pro-zones anti-LGBT, présentent désormais les personnes LGBT et les militants défendant leurs droits comme des êtres complètement étrangers au corps social polonais, des agents représentant des intérêts gauchistes issus d'un lobby mondial et complotant à l'encontre de la culture polonaise. Une certaine conception de la liberté a donc gagné, celle de refuser de prendre en compte l'autre dans sa diversité, en vertu d'une moralité définie par la majorité absolue, dans le pur mépris du respect du droit des minorités. Donc dans ce cas-là, on constitue la différence non pas comme une indifférence ou comme une indifférence, mais comme une pure et simple volonté d'effacement de la communauté politique. D'où cette question de la différence qui pour moi est très vive quand on se pose la question de qui peut faire partie de la communauté politique. Voilà, c'est la question politique par excellence. Quelle place cette communauté réserve-t-elle à ses membres? Comment ces membres s'y insèrent-ils? Comment ont-ils la possibilité de s'insérer dans cette communauté politique? À travers quelles institutions peut-on entendre démocratiquement la parole des minorités? Voilà. Comment prend-on en compte cette parole? Est-ce que la parole des personnes en situation de handicap, par exemple, est une parole qui doit se faire à travers des associations, des représentants d'associations? Est-ce que ça doit se faire par une prise de parole directe, etc. Il y a différents modèles possibles. Donc c'est une question vraiment profondément politique, c'est quelle conception on a du monde commun, quelle conception on a de la communauté politique, de son ouverture ou de sa fermeture. Est-ce que la différence est un front, c'est-à-dire producteur de rejet et d'exclusion, ou est-ce que c'est une frontière? Est-ce que, en reprenant le vocabulaire des géographes, est-ce que c'est une marge ou une marche? Vous savez, chez les géographes, comme Michel Fouché, dans cet excellent livre La Front et Frontières de géopolitique, que j'ai lu il y a bien longtemps, mais j'en ai retenu ça, c'est que une frontière, ça peut être à la fois une marge, c'est-à-dire une marge qu'on n'exploite pas. Voilà, c'est comme un impensé, c'est une frontière oubliée, ou alors une marche, c'est-à-dire un accès à un autre pays et donc une voie économique, politique, etc., géopolitique possible. Donc on le voit, on l'a vu entre la France et l'Allemagne, la frontière après la guerre de 1870 avec la prise de l'Alsace-Lorraine était devenue une marge à reconquérir, un impensé. Voilà, les départements étaient marqués en noir sur les cartes. Et puis aujourd'hui, c'est une marche vers l'Allemagne, une marche à la fois politique et aussi économique avec de nombreux échanges. Donc la manière dont on conçoit comme ça les différences peut être assez marquée. Voilà. De la même façon, la définition même de ce que c'est qu'une différence, la définition de ce qu'est une différence signifiante doit être pensée dans chaque système politique. On pourrait s'amuser, bon, je ne vais pas le faire ici, mais en fonction de chaque type de système politique classique, de dire, ben voilà, quelle est la conception de la différence, quelle est la conception de l'inclusion qu'on peut avoir dans chaque système. Alors, on peut se dire qu'aujourd'hui, le défi, c'est précisément de penser dans notre système actuel quelle est notre conception de la différence ou quelle est la conception qu'on pourrait avoir de la différence dans notre système politique. Et je vais faire quelques propositions, on pourra en discuter après. Donc je vais conclure sur ces quelques propositions. Comment inclure l'individu au collectif et comment modifier le collectif en fonction de l'individu, en fonction de ces minorités? C'est bien ça la question qui est posée ici. Alors,
mon idée, mon hypothèse qu'il faudra travailler encore à l'avenir, puisque pour moi c'est un travail en cours, c'est que les différences ne peuvent être reconnues et intégrées dans notre espace social que si précisément elles peuvent créer une différence, créer un différentiel, c'est-à-dire créer une bifurcation possible, faire une différence euh, dans le monde. Donc, la différence qui crée un différentiel et qui crée une différence, finalement, dans le monde commun, c'est cette différence-là qui est signifiante pour moi. Alors, dans le domaine du handicap, on pourrait parler par exemple, de l'inclusion des personnes des personnes en situation de handicap dans l'entreprise. Et là, on peut prendre un exemple extrêmement concret. Il y a plusieurs façons de concevoir cette présence des personnes en situation de handicap dans l'entreprise. Il y a la manière, ce qu'on appelle l'intégration. Donc dans ce cas-là, la personne en situation de handicap arrive dans une entreprise et doit se plier à l'ensemble des processus, aux horaires, au rythme, à la rentabilité qu'on attend d'elle, au cadre qui est préexistant. Et ce cadre préexistant, finalement, il peut être assez discriminant quand on n'arrive pas à s'y plier et créer une nouvelle forme de discrimination, créer une nouvelle forme de, comment dire, de handicap. Si on prend en compte le fait que le handicap, c'est une inadéquation entre la personne et son environnement. Donc si on est dans la logique de l'intégration, euh, le même traitement pour tous, l'égalité conçue comme le même traitement pour tous, on risque de créer de nouveaux handicaps pour les personnes qu'on accueille. Donc, est-ce que c'est vraiment un accueil Ça mérite réflexion. D'un autre côté, on peut concevoir davantage cette place de la personne en situation de handicap comme modifiant son environnement. C'est plus la logique de l'inclusion. Cette logique de l'inclusion, on pourrait la remettre en cause aussi par bien des aspects, mais je pense qu'elle est intéressante de ce point de vue-là. C'est que comment dire, quand on accueille une personne en situation de handicap, il faut accepter aussi, en partie, et voir justement quelle partie peut être modifiable, etc. Mais il faut accepter qu'elle modifie son environnement, que l'environnement soit modifié. Et là, encore une fois, pour citer une discussion qu'on a eue avec Noémie Nolot, qui est autonomiseur à l'ARS Pays de la Loire, elle me disait que quand elle était présente dans les locaux, ça changeait énormément de choses. Des personnes en situation de handicap qui, dans certaines politiques publiques, ne sont pas forcément prises en compte au premier chef, eh bien finalement, quand Noémie est dans les bureaux, on vient la voir, on vient lui poser des questions, euh, euh, on transforme ces politiques-là en prenant davantage en compte les personnes en situation de handicap. C'est sa présence qui crée cette différence, ce différentiel par rapport à ce qui se passait avant ou à ce qui se passe quand elle n'est pas là. Et je trouve que ça, cette différence-là, qui fait la différence, eh bien c'est ça qui me semble intéressant et autour duquel il faut, je pense, vraiment travailler. C'est aussi la logique, effectivement, hein, de l'hospitalité chez Derrida. Je ne vais pas en parler énormément aujourd'hui, mais c'est cette idée que l'accueil, enfin, hospitalité, l'étymologie du mot hospitalité, c'est à la fois hostis et hospes. Donc, hostis, c'est la racine étymologique qui est ensuite donnée hostilité, etc. C'est la conception d'un ennemi, hein, l'hostilité. Et hospes, qui a donné hospitalité. Et donc, au sein de l'accueil, au sein de l'hospitalité, il y a à la fois une crainte, la crainte d'être envahi, la crainte de la, comment dire, de l'hostilité potentielle de celui qu'on accueille, et en même temps une main tendue. Voilà, c'est ce qui est travaillé, c'est ce que Derrida travaille à l'aide de ce concept d'hospitalité que je vais vous noter dans le Et je pense que cette notion de différence devrait être travaillée également à la lumière de cette notion d'hospitalité.
Voilà. Peut-être je m'arrête ici pour laisser place à la discussion à partir de ces différentes pistes de travail que je vous ai proposées voilà, aujourd'hui. Parfait. Merci Sébastien, merci beaucoup. Tu as fait un beau parcours dans ce concept compliqué, hein, en réussissant à t'échapper de toutes les philosophies de la différence. Bravo, parce que je craignais que ça nous amène dans des méandres inextricables. Donc, non, non, c'était très concret, très bien. Je ne sais pas s'il y a des questions d'abord parmi les participants. Euh, il y avait une remarque sur la question du handicap. Quelqu'un qui faisait la remarque que voilà, peut-être que il était compliqué d'accepter précisément le handicap comme ah merde, pardon, comme quelque chose qui ne doit pas forcément être une maladie à guérir, ou en tout cas conçue comme une. Donc, est-ce que comme je sais que tu travailles beaucoup sur ce domaine-là, est-ce que tu pourrais dire un mot sur finalement cette acceptation, même voire cette revendication de différence? Oui, effectivement, toute l'idée dans le handicap là aujourd'hui, dans le champ du handicap, c'est de sortir de cette vision uniquement médicale hein, du handicap voilà, d'accéder à une vision davantage sociale. C'est le passage du handicap conçu comme une maladie à guérir, comme une maladie à identifier et à guérir. Et si on la guérit pas, bah, c'est un échec de la médecine et donc on met les personnes au rebut, si on veut. Euh, à une conception sociale du handicap, non pas comme une maladie à guérir, mais comme une inadéquation entre une personne et son environnement. Et dans ce cas-là, on doit effectivement être davantage dans la logique de l'adaptation de l'environnement, non pas dans le soin. On peut rester dans le soin, hein, bien sûr, hein, c'est pas l'idée d'abandonner le soin, mais d'y adjoindre de l'accompagnement. Et c'est cette idée d'accompagnement humain et technique qui est très bien décrit d'ailleurs par Annelise Chabert dans un livre qu'elle a publié aux éditions RS, qui s'appelle Transformer le handicap, si ma mémoire est bonne. Donc c'est cette idée d'accompagnement-là aujourd'hui qui prévaut. Et l'idée d'accompagnement, bah, ça revient précisément, enfin, parce qu'il y a des liens entre tout ça, hein, à faire de la différence une possibilité de différenciation, une possibilité enfin un différentiel qui permet d'agir socialement, puisque finalement on fait de cette différence des personnes en situation de handicap une possibilité de changer le monde, de changer l'environnement, de changer la manière je sais pas, de concevoir les bus, la manière de concevoir les rues, etc. Ce qui permet d'ailleurs d'aider aussi les personnes âgées, ce qui permet d'aider voilà, les personnes qui viennent de se faire opérer, qui viennent de se faire casser la jambe en faisant du ski ou je ne sais quoi. Enfin, donc finalement, les personnes en situation de handicap, quand elles sont reconnues dans l'espace social, elles créent un différentiel qui permet aussi de changer la société, de changer l'environnement. Voilà. Oui, c'est intéressant cette idée selon laquelle la différence crée un différentiel, hein, c'est précisément une idée de Jacques Derrida quand il a utilisé le concept de différence avec un A, précisément, hein, c'était vraiment cette idée que la différence crée un différentiel dans le sens où elle crée un écart qui va permettre précisément de discuter et de renégocier la norme, quoi. Euh, Oui, alors ce concept de différence avec un A, j'en ai pas parlé, j'aurais pu le faire, mais j'en ai pas parlé parce qu'il est tellement compliqué que il faudrait 1 heure d'explication pour comprendre vraiment déjà pourquoi il existe et ensuite comment on pourrait l'utiliser. Et effectivement, ce concept de différence avec un A, il est né de la différence entre le texte écrit et l'oral. Et cette différence avec un A, c'est une différence à la fois en termes de comparaison, mais une différence temporelle. Et donc c'est ça qui est très compliqué avec ce concept de différence, c'est qu'il joue sur différents types de différences spatiales, temporelles, etc. Et donc il est compliqué à utiliser. Donc je ne l'ai pas utilisé là, mais bien sûr il faudrait lui faire un sort dans un, dans un travail plus fourni sur la différence. Ouais. Parfait. Bon, il y a pas mal de remarques, voilà. Bon, c'est plutôt des Bah, témoignages. oui, sur la question de la peur,
parce que Oui. je les lis, enfin, j'arrive pas à tout lire, mais j'en lis quelques-uns. Ouais. Euh, Certaines différences sont plus acceptables que d'autres et moins porteuses de peur. Oui, effectivement. Bah, ça, c'est la question bah, des différences qu'on rend plus ou moins signifiantes ou qui sont plus ou moins signifiantes. C'est-à-dire que la différence, elle est, j'en ai pas parlé, mais il y a quelque chose à faire là-dessus aussi. C'est que la différence en elle-même, en tant que l'origine de la différence, c'est une comparaison, mais précisément la comparaison en établissant une identité entre deux personnes crée un canal d'empathie, si on veut. Et ce canal d'empathie, dans le domaine du handicap, j'ai souvent ce témoignage-là de personnes en situation de handicap qui me disent en fait, on fait peur aux gens parce que les gens se projettent en nous. Il y a cette empathie-là. Et du coup, on leur renvoie l'idée de la vulnérabilité, l'idée de la fragilité qu'ils n'ont pas envie de voir. Et c'est très difficile pour eux pour ces personnes de créer ce canal d'empathie, parce que ce canal d'empathie, il peut être à la fois porteur d'émancipation, porteur de liens sociaux, mais porteur de crainte, de peur, de rejet, liés précisément à cette empathie-là, quoi. Au fait qu'on n'a pas envie d'être envoyé à nos vulnérabilités, à notre corporéité. Voilà. Très bien. Bon, merci, merci beaucoup, hein, Sébastien.